Il est 13 h à Abidjan. Bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 15 mars. À la une, la Standard Chartered Bank lance sa banque digitale. Elle a été présentée hier au vice-président Daniel Kablan-Duncan qui apprécie le projet. Le point de cette audience dans ce 13 h. Les accords de coopération dans les domaines de la défense au centre des échanges entre le ministre d'État, ministre de la Défense et les attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire. L'objectif est de lutter contre le terrorisme. Le point de la rencontre également aussi dans ce 13 h. Et en Syrie, plus de 7 ans que la guerre dure et aucune éclaircie à l'horizon, mais des victimes, chaque jour des victimes. La guerre a fait plus de 350 000 morts. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On commence par la présentation du trophée mondial au chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a souhaité que les éléphants remportent l'objet d'art en 2026. Viviane Aïmé. Après un premier passage en 2006, le trophée de la Coupe du monde de football est de retour sur les bords de la lagune ébriée. Contrairement à 2006, les éléphants de Côte d'Ivoire ne seront pas au mondial 2018, prévu au mois de juin en Russie. N'empêche, la Côte d'Ivoire est considérée par la FIFA, instance mondiale du ballon rond, comme une grande nation de football. Nous avons un autre honneur, c'est d'avoir été choisis parmi 51 pays et 80 villes pour recevoir ce trophée. La délégation de la FIFA est aujourd'hui à mi-parcours et elle a tenu à venir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce qu'elle considère la Côte d'Ivoire comme une nation de sport. C'est le Français Christian Carambeu, champion du monde de 1998 et ambassadeur de la FIFA, qui a présenté le trophée au chef de l'État, seul droit privilégié de cette cérémonie, car les règles de la FIFA n'autorisent que les chefs d'État et les anciens vainqueurs de la Coupe du monde à toucher le trophée. Ce trophée, il y a un parcours, il y a aussi l'excellence à travers ce trophée et bien sûr pour tout un chacun, la passion. La passion qui domine tous les enfants du monde, la passion qui domine ceux qui aiment le foot, les amateurs de foot, et bien sûr aujourd'hui qui est devenu global. C'est aussi le propos de ce tour, de rencontrer les fans du monde et d'amener justement ce trophée que tout le monde en rêve. Ne cachant pas son pincement au cœur pour l'absence des éléphants au prochain mondial, le président Alassane Ouattara a tout de même souhaité plein succès à ce tournoi majeur. Je suis heureux, bien évidemment, d'accueillir ce trophée qui mobilise chaque 4 ans des millions de spectateurs et de téléspectateurs à travers le monde. Et le passage en Côte d'Ivoire est l'occasion de célébrer les valeurs sportives qui doivent inspirer notre jeunesse et tous nos compatriotes. La Côte d'Ivoire est une nation de football. Et nous en sommes très fiers. Et les Ivoiriens sont passionnés de football, y compris moi-même. Et c'est donc avec une grande fierté que nous organiserons d'ailleurs la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. Le top départ de la Coupe du monde 2018 sera donné le 14 juin prochain avec un match d'ouverture, la Russie face à l'Arabie Saoudite. La Côte d'Ivoire a été félicitée à Paris pour la bonne organisation des 8e Jeux de la francophonie. Information essentielle de la 14e réunion du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie en France. La Côte d'Ivoire était représentée à cette rencontre par le ministre-gouverneur Robert Begremont-Benoudi Issaïo. Après le succès des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, l'heure est à la reconnaissance. La Côte d'Ivoire a été félicitée à l'issue de la 14e réunion du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie, CIJF. Ce conseil présidé à Paris, en France, par la Marocaine Latifa Moftaki, a salué la parfaite organisation de ces Jeux au bord de la lagune ébriée. La Côte d'Ivoire a su relever le défi vraiment avec brio. Elle a été au-delà de toutes nos espérances. Donc on la félicite du fond du cœur pour le travail qu'elle a accompli, pour tout l'investissement, que ce soit humain et financier, qu'elle a fait pour l'organisation de ces Jeux. Abidjan a mis en place un nouveau standard, mondial, et que les Jeux ne voudront plus et ne pourront plus être autre chose
qu'après Abidjan, il faut que la francophonie dans son ensemble se mobilise et que les nouveaux candidats se préparent en conséquence pour pouvoir continuer à faire les aspects festifs du jeu. Le succès des 8e Jeux de la francophonie a été possible grâce à la qualité organisationnelle déployée, notamment la modernisation du système d'inscription, la forte mobilisation des partenaires associatifs, institutionnels, des médias. À cela s'ajoute la qualité des infrastructures sportives et culturelles, des commodités obtenues grâce à la volonté des autorités du pays. Au sortir de cette réunion, nos regards se tournent vers notre pays et son président pour tout le travail qui a été accompli. Nous n'avons pas de mérite, nous n'avons été qu'animateurs de tout ce qui a été fait. Le mérite en revient au chef de l'État, au Premier ministre, au vice-président, aux membres du gouvernement, à notre représentant spécial auprès de la francophonie, ici au représentant du chef de l'État auprès de la francophonie, et aux experts de l'OIF qui n'ont ménagé aucun effort pour apporter leur contribution au succès des Jeux d'Abidjan. C'est le lieu de rappeler que les 8e Jeux de la francophonie se sont déroulés du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Ils ont mobilisé plus de 4000 athlètes et accompagnateurs, 700 journalistes, 500 000 spectateurs et 500 millions de téléspectateurs. Comme annoncé dans les titres, la Standard Chartered Bank présente sa banque digitale au vice-président. Les dirigeants de l'institution ont donc été reçus hier par Daniel Kablan-Duncan. L'audience s'est tenue en marge de la réunion du comité de direction régionale pour l'Afrique et le Moyen-Orient de cette banque. Pour la délégation, c'est une innovation qui va favoriser l'inclusion financière. Comment la toute première banque digitale va fonctionner? Les détails ont été donnés au cours de la cérémonie de lancement du nouveau produit, cérémonie qui avait pour invité le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné. On fait le point avec Lanciné Bakayoko. Cette banque en ligne utilise tous les moyens digitaux à sa disposition. Des moyens destinés à rentrer en contact avec son client, notamment les mails, les réseaux sociaux et les messages par application mobile. Elle va en effet permettre de gérer via Internet toutes les opérations à effectuer dans la vie d'un compte bancaire. À partir de votre smartphone, vous aurez l'opportunité d'ouvrir un compte, et cela en maximum 15 minutes, mais également d'effectuer plus de 70 types de transactions, notamment tout ce qui est paiement, commande de chéquier, commande de carte. Donc tout ce que vous faites en vous rendant de façon physique à la banque, vous pourrez le faire à travers votre téléphone. Avec la banque digitale, point de problème de communication ou d'heure d'ouverture. L'accès en ligne est simple, sécurisé et le client y rencontre des conseillers bien plus disponibles que dans une agence traditionnelle jusqu'à tard le soir et même le week-end. Nous permettons d'augmenter de façon significative l'inclusion financière en Côte d'Ivoire, qui est chère à la Banque centrale et qui est chère au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Ayant nettement moins de charges en ressources humaines ou en immobilier qu'une banque en agence, les frais bancaires liés à ces opérations devraient donc être considérablement plus bas. Notre souhait est que cela cohabite avec la banque. Et vous avez trouvé la bonne solution, c'est de faire en sorte qu'il y ait une banque qui ne soit pas en compétition avec le digital, mais une banque digitale donc, qui intègre ces deux aspects, à la fois de la banque et du numérique. Je pense que c'est cela le futur. La mégastar du football ivoirien Didier Drogba s'est déclaré encouragé par l'avènement de la banque digitale en Côte d'Ivoire. Annexe fiscale 2018, les modifications expliquées aux opérateurs économiques français, c'était à l'occasion d'un déjeuner débat organisé récemment à Abidjan par la Chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire. Un commentaire de Cheikh Koné. Avec un peu plus de 800 sociétés en Côte d'Ivoire dans les secteurs de la banque, du BTP et du transport, les entreprises françaises contribuent à hauteur de 50% aux recettes de l'État en matière d'impôt sur les bénéfices. Elles emploient environ 120 000 personnes et génèrent un chiffre d'affaires consolidé supérieur au budget national. Ces chiffres démontrent la place occupée par les entreprises françaises dans l'économie nationale.
C'est ce qui justifie la tenue de cette rencontre d'échange entre le directeur général des impôts et les opérateurs économiques français sur les nouvelles mesures adoptées dans le cadre de l'année fiscale 2018. Ce genre d'exercice est d'autant plus important pour nous, l'administration, qu'il nous permet de recueillir vos préoccupations et de les traduire dans ce que nous appelons le COMAF, le commentaire administratif des dispositions de l'annexe fiscale. Les participants à ce déjeuner débat, tout en saluant la réactivité du gouvernement, ont fait des recommandations. Les nouvelles dispositions de l'annexe revues et corrigées vont tout à fait dans le sens des demandes du secteur privé. Nous souhaiterions que l'effort fiscal soit plus justement réparti en élargissant la base d'imposition afin de diminuer la pression sur nos entreprises généralement en règle. Plusieurs préoccupations ont été relevées par les chefs d'entreprise présents, notamment sur la probable réapparition des mesures ayant fait l'objet de retrait. Le directeur général des impôts a saisi l'occasion pour indiquer qu'aucune mesure retirée ou modifiée ne sera réintroduite. C'est le 2 janvier que l'année fiscale 2018 est entrée en vigueur. Après plusieurs rencontres avec le patronat, les groupements professionnels et l'État, des dispositions ont été modifiées ou retirées à la suite de certaines observations formulées par le secteur privé. Le deuxième titre de ce journal est consacré à la lutte contre le terrorisme. Sur le sujet, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a rencontré les attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur les accords de coopération dans les domaines de la défense entre la Côte d'Ivoire et les différents pays. Abou Sanougou. Les attachés de défense des représentations diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire chez le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, tout en se réjouissant de la situation sécuritaire du pays qui s'est nettement améliorée. Les attachés de défense ont salué la mise en place de ce cadre d'échange qui regroupe plusieurs pays et se sont félicités des accords de défense qui lient leurs pays respectifs à la Côte d'Ivoire. Nous tenons à venir donc rencontrer le ministre pour prendre d'abord conseil auprès de lui et aussi, comme je dis, faire le tour de l'horizon dans les domaines sécuritaires et de la défense. En retour, le ministre d'État, ministre de la Défense, a insisté sur l'importance des relations entre États. Je me félicite de ces accords. Ça va être un outil qui va nous permettre d'efficacement lutter contre le trafic des armes, la criminalité transfrontalière et, en un mot, le terrorisme. La première garantie pour que des pays aient des relations de paix, c'est que la diplomatie militaire qui est portée par les attachés de défense soit très active. Ahmed Bakayoko a salué l'ouverture très prochaine en Côte d'Ivoire d'un centre régional de formation et de perfectionnement antiterroriste. Aujourd'hui, plus que jamais, cette formation doit nous amener à être capables d'avoir des hommes et des femmes qui soient en capacité de prévenir ces attentats terroristes. Et puis, dans leur capacité d'avoir des unités d'élite qui soient capables d'agir en cas de survenance d'attentats pour circonscrire au plus tôt et au plus vite les dégâts. L'Amicale des attachés de défense est une structure qui se veut une tribune d'échange et de partage d'expériences entre attachés de défense. Libre circulation des biens et des personnes sur le corridor Abidjan-Lagos. La Côte d'Ivoire enregistre des avancées. C'est le président du Comité national de facilitation du transport routier inter-État qui l'a annoncé lors du lancement d'une caravane de sensibilisation. On fait le point avec Francis Boifo. Corridor Abidjan-Lagos, long d'environ 1028 km. 5 barrages en Côte d'Ivoire, 15 au Ghana, 2 au Togo, 6 au Bénin et 15 au Nigeria. Environ 60 à 75% du commerce de la CEDEAO passe par cette voie. L'État ivoirien a pris des mesures pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Il s'agit, entre autres, de la réduction des postes de contrôle sur l'ensemble du territoire, la mise en place d'un guichet unique du commerce extérieur pour accélérer les opérations des acteurs portuaires et ainsi améliorer la performance de nos ports. Autant de mesures pour permettre à la Côte d'Ivoire de se conformer aux normes de la CEDEAO. Les normes communautaires, c'est de faire en sorte qu'il y ait 2 ou 3 barrages aux 100 km. Et en ce qui concerne ce nombre de barrages, sur nos corridors, la Côte d'Ivoire respecte ces normes communautaires-là.
Donc en plus de cela, la Côte d'Ivoire depuis 2012 a adopté un circulaire interministériel qui limite sur toute l'étendue du territoire le nombre de localités où peuvent s'opérer des contrôles routiers à 33. Et cette circulaire est également respectée. Pour préserver les acquis et lutter davantage contre les entraves au commerce le long du corridor Abidjan-Lagos, Alliance Bordelaise et le Comité ivoirien de facilitation du transport routier inter-État organisent une caravane de sensibilisation du 17 au 22 mars prochain dans les chefs-lieux des départements en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Bénin et au Nigeria. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique au Centre civique d'action pour le développement de Bembresso, c'est dans la commune de Songon. Le centre a accueilli ses premiers pensionnaires le 9 mars dernier. Ces jeunes vont bénéficier de 12 mois de formation dans 4 corps de métier. Walter Amadou Ouattara. Originaire de la ville de San Pedro, c'est un ex-migrant clandestin. Serge Pacom Wilson Siotene a lui été sélectionné au centre social de Marcory à Abidjan. Tous les deux sont âgés de 23 ans. Deux histoires différentes, un même mal-être. Deux œuvrés désespérés et livrés à eux-mêmes, avec des comportements à risque. Amis pensaient que j'allais rester sans rien faire dans la vie et traîner dans la rue. J'étais déjà dans un pays étranger, précisément au Maroc. Voilà, où je me débrouillais. Ce n'est pas bien passé, je suis retourné au pays. Quand je suis arrivé au pays, je ne faisais rien. Depuis quelques jours, ces jeunes renouent avec l'espoir de mener une vie en harmonie avec la société aux côtés de leurs camarades. Ils sont 250 jeunes à intégrer le centre civique d'action pour le développement de Bembresso dans la commune de Songon. C'est la première vague de pensionnaires. Depuis son inauguration en décembre 2017, il a pour vocation d'instruire au civisme et de délivrer une formation qualifiante en collaboration avec le Centre polyvalent des métiers de l'entretien de Bembresso. Notre rôle, c'est de les accompagner dans ce changement, dans ce vouloir de changement positif de comportement et une initiation à une profession afin d'assurer leur insertion professionnelle future. 3 mois de formation civique et citoyenne, dont 30% consacrés à la formation militaire, puis 9 mois de formation qualifiante. Au choix, la soudure, la mécanique auto, la maçonnerie et l'électricité bâtiment. Je ne fais pas de FCB ici. FCB, c'est chez nous, chez les militaires. Ici, je fais du FCC, formation civique et citoyenne. Ça consiste à former les enfants pour qu'ils puissent avoir le respect du supérieur et comment se comporter avec les amis. Il y a des enfants ici, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais attrapé une daba. Mais quand vous voyez la cour, ça c'est le fruit de 5 jours. Donc du coup, je peux dire en un mot que ça avance. Et ma mission, c'est de mettre les enfants au même pied d'égalité pour pouvoir affronter la vie civile. Goût, repos, galbo, repos, continuez. Je suis très content d'être ici. Et à partir d'ici, je peux réaliser ce qu'il y a dans mon cœur et ce qu'on m'a appris ici. Un avenir meilleur de moi, et être à l'aise en famille, être à l'aise avec mes amis partout où je serai. Mon objectif personnel, c'est de faire une bonne formation, d'apprendre un métier qui va me permettre de pouvoir subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille également. Bon, le métier que j'aimerais faire, c'est la chandonnerie maritime. Bon, disons la chandonnerie en un mot. Ce centre est le premier du genre en Côte d'Ivoire. Pour y accéder, les candidats doivent volontairement s'adresser à la Fondation Amigo, aux centres sociaux de Marcory, d'Anyama et d'Abobo pour leur identification. Les centres sociaux, eux, ils font ce travail d'identification et nous, par derrière, on fait le travail de traitement. Mais en complément avec les centres sociaux et avec le ministère de la Justice également, qui connaît bien aussi ce dispositif-là. Ce matin, visite du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Après des échanges avec les pensionnaires, Sidi Touré se dit impressionné. La première cohorte de 250 jeunes qui semblent s'être approprié l'environnement et qui sont soumis à la discipline et qui apprécient ce changement de ton qui se fait de façon volontaire, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ils sont engagés volontaires sur ce programme et nous fondons beaucoup d'espoir dans ce dispositif que le Premier ministre a lancé par lui-même. Le Centre civique d'action pour le développement de Bembresso a abrité l'installation du conseil de gestion de l'Office du service civique national.
Ce conseil compte 12 membres. Il est conjointement présidé par la présidence de la République et le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Une action qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre l'incivisme et le chômage des jeunes. Reportage signé Walter Amadou Ouattara et Abou Sanogo. Vous le savez, la 62e session de la Commission de la condition de la femme se tient depuis lundi au siège des Nations Unies à New York. Elle a pour thème « Problèmes à régler et possibilités à exploiter pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural ». La Côte d'Ivoire est présente à ses assises. Le compte rendu de notre envoyé spécial à Mississoko. Mariatou Kone, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, à cette tribune pour présenter les progrès réalisés dans le cadre de l'autonomisation des femmes et filles. Elle livre ainsi à l'Assemblée générale de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies le message de la Côte d'Ivoire axé sur l'amélioration de la condition de la femme ivoirienne. Mise en exergue les avancées dans l'éducation, avec depuis 2015 l'école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, filles et garçons. Sur le plan juridique, avec le toilettage de certains textes qui a permis d'initier l'instauration d'une équité dans l'accès à l'emploi et dans le traitement des salaires entre hommes et femmes. L'État de Côte d'Ivoire a ratifié la plupart des conventions internationales et régionales de promotion du genre. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, il s'est doté d'une nouvelle constitution en novembre 2016 qui consacre le principe d'égalité entre les sexes. La parité est presque atteinte au niveau primaire et le taux de scolarisation connaît une hausse au secondaire. Mariatou Kone a aussi évoqué la place qu'occupe la femme dans le domaine agricole. En Côte d'Ivoire, l'économie nationale repose sur l'agriculture. Dans ce secteur, les femmes représentent 67% de la main-d'œuvre et assurent 60 à 80% de la production alimentaire. Pour les accompagner, le gouvernement a pris d'importantes initiatives, n'a pas manqué de souligner la ministre. Il s'agit entre autres de la mise en place de fonds spéciaux dédiés aux activités des femmes et à l'entrepreneuriat féminin. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, de la Première Dame. Le fonds Femmes et Développement du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Le fonds de soutien aux femmes entrepreneurs d'un montant de 5 milliards du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. L'encadrement technique aux femmes productrices et aux coopératives féminines. La création d'un centre incubateur de référence en vue de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Elle a également souligné la professionnalisation de certaines filières agricoles, à savoir celle du karité et du manioc. En dépit des efforts consentis par l'État et l'ensemble des acteurs, les défis persistent selon la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Toutefois, le gouvernement ivoirien reste dans la dynamique des réformes structurelles et sectorielles d'envergure pour une pleine participation des femmes à la vie économique, sociale et politique de la Côte d'Ivoire et surtout pour leur épanouissement. Et justement, en Côte d'Ivoire, pour rendre les femmes de plus en plus autonomes, le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou, a offert 15 millions de francs CFA aux femmes de Divo. Le don a été remis aux femmes par son chef de cabinet. Commentaire, Franck Kouadio. Elles sont issues de toutes les couches sociales. Elles sont venues de tous les villages et quartiers de la ville de Divo. Commerçantes, couturières, coiffeuses, paysannes ou encore ménagères. Elles font toutes partie de la Fédération des associations de femmes de Divo et n'ont pas voulu rester en marge de la commémoration de la Journée internationale de la femme célébrée tous les 8 mars à chaque année. Pour permettre à ces femmes d'être plus autonomes, le chef de cabinet du ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou, a annoncé un don de 15 millions de francs CFA, montant mis à leur disposition par le ministre Amédée Kouakou. Le donateur dit être disposé à aider les femmes de Divo à avoir accès au financement afin de favoriser l'amélioration de leur qualité de vie. La présidente de la Fédération des associations de femmes de Divo a exprimé sa gratitude à Amédée Kouakou pour son geste. Les femmes réunies au sein de la Fédération des associations de femmes de Divo promettent faire bon usage de ce don mis à leur disposition et se disent prêtes à œuvrer pour leur autonomisation financière. La 41e édition de la Journée internationale de la femme à Divo a été marquée par un défilé, une rencontre de football féminin et un cross.
Rendons-nous à Fekessédougou où le conseil du coton de l'ANACAD sensibilise les acteurs sur la fuite des produits. Forces de l'ordre, acheteurs et exportateurs se sont engagés à travailler ensemble pour mettre fin à ce phénomène qui nuit à l'économie ivoirienne. Reportage Soro Corona. Pour une prévision de 715 000 tonnes de noix de cajou, en 2017, seulement 711 000 tonnes ont été collectées, soit un manque à gagner de 4 000 tonnes. Pourtant, au cours de cette même année, plus de 40 000 tonnes de noix de cajou sont sorties illicitement des frontières ivoiriennes. Ce phénomène de la fuite de noix de cajou des zones de production vers les pays frontaliers est préjudiciable à l'économie nationale. Pour cette campagne de commercialisation, le Conseil du coton et de l'ANACAD veut mettre fin à cette pratique. À Ferké, les acteurs ont défini les stratégies de lutte. Des mesures ont été prises pour cette campagne, notamment l'interdiction de tous les magasins justant les frontières, la remontée des produits des ports et des usines vers le nord et tout ce qui sera saisi des produits en termes d'écoulement illicite et autres seront vendus par le comité de veille. Donc des instructions fermes ont été données et toutes les personnes qui seront impliquées dans ce trafic de fuite des produits vers ces pays frontaliers, qu'ils soient agréés ou pas, seront traduits devant les juridictions. Le délégué régional du Conseil du coton et de l'ANACAD a dénoncé la participation de certains opérateurs dans ce trafic illicite de produits. La Côte d'Ivoire ambitionne de produire 1 million de tonnes de noix de cajou d'ici à 2020. L'atteinte de cet objectif passe par une lutte accrue contre le trafic illicite de noix de cajou vers les pays limitrophes. Pour 2018, il est prévu une production d'environ 750 000 tonnes. Dernier titre, dernier élément, plus de 7 ans que la Syrie est en guerre. La guerre a déjà fait plus de 350 000 morts, des centaines de milliers de blessés et de handicapés, 6 millions de réfugiés et autant de déplacés internes. On fait le point avec Herman Guivet. Une foule qui scande, des slogans hostiles à Bachar el-Assad, une manifestation durement réprimée par des forces de l'ordre. Le quartier de Al-Khalidia de Homs compte ses premiers martyrs. Ces images ont été tournées à Homs et marquent le début du conflit syrien. Un conflit qui entre ce jeudi 15 mars 2018 dans sa 8e année. Débuté dans le vent du printemps arabe, le mouvement de protestation s'est transformé en insurrection armée avant de voir l'apparition de factions rebelles et de connaître une intensification avec l'implication directe ou indirecte de puissances étrangères comme la Russie, la Turquie, les États-Unis. Armes chimiques, massacres de civils, accusations de crimes de guerre selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Le conflit aurait fait 350 000 morts et des millions de blessés depuis son entame. Le 7e anniversaire du conflit marqué par la mise en déroute des djihadistes de l'État islamique après sa montée en puissance en 2014 et la conquête de vastes territoires comme Raqqa, bastion de la rébellion, finira par être repris par les forces démocratiques syriennes. 7 ans après l'éclatement du conflit, la quasi-totalité du pays est un champ de ruines. Bachar el-Assad est toujours le maître du jeu en Syrie. Les raids se multiplient dans la Ghouta orientale. Le régime de Damas est plus déterminé que jamais à reconquérir chaque morceau de terrain occupé par la rébellion et les milices djihadistes. Et c'était le seul élément, le dernier élément de l'étranger. Et on termine ici, en Côte d'Ivoire, en danse. Ici à Abidjan, l'actualité culturelle tourne autour du Massa. La danse est utilisée comme un moyen de lutte contre l'immigration clandestine. Ambiance et commentaires, Serge Koulia. Un spectacle de danse aux allures de théâtre. Un message fort évocateur. La compagnie Ngamb Art tient en haleine le public de l'Institut français d'Abidjan. De jeunes danseurs rivalisent de vigueur dans une chorégraphie bien agencée. Je ne prendrai pas la Méditerranée, c'est le titre du spectacle de 1h10 offert par la compagnie Ngamb Art. Du rêve de l'Eldorado à la réalité de la désillusion du voyage, il n'y a qu'un pas. Un pas que la compagnie Ngamb Art demande aux jeunes Africains de ne point franchir. Non, moi je ne prendrai pas la Méditerranée.
Le voyage a eu lieu dans leurs rêves, dans leur tête et tout, mais du coup, une fois qu'ils sont au réveil, ils ont pris conscience que ce n'était pas une bonne chose. Ils se sont dit non, vu tout ce qu'on a vu dans notre rêve, je pense qu'il vaut mieux arrêter tout de suite, stopper tout de suite et commencer à se chercher ici. Là. Pour éviter de tomber dans le piège de la Méditerranée, le plus grand cimetière du monde. La compagnie Gram Art est une troupe panafricaine qui comprend plusieurs nationalités, des artistes qui ont décidé de se lever pour se dresser contre l'immigration clandestine. Plus d'applaudissements, je vous en prie. Et voilà, le Massa met fin à cette édition supervisée par Hervé Blé. Merci de votre fidélité. On se retrouve ce soir à 20h.